La sécurité aérienne progresse souvent à la lumière d'événements tragiques. L'un d'entre eux s'est déroulé à bord d'un petit avion de ligne en croisière au-dessus de la Californie. Tout était parfaitement prévu, le parcours, la météo, le carburant, et pour l'équipage, il s'agissait d'un vol de routine. Que ça coûte, je crois qu'ils vont devoir la partager. Vous voulez boire quelque chose, messieurs? Non, merci. Bon, faites-moi signe si vous changez d'avis. Mais contre la folie des hommes, il est bien difficile de lutter. Voici l'histoire du vol PSA 1771. We are in an emergency. Los Angeles, l'un des aéroports les plus fréquentés au monde. Chaque année, il accueille plus de 40 millions de voyageurs. Ce 7 décembre 1987, les passagers du vol Pacific Southwest à destination de San Francisco sont en train de passer les contrôles de sécurité au terminal numéro 1. Et quelques instants plus tard, ils embarquent à bord du vol Pacific Southwest 1771. À l'époque, la Pacific Southwest était une grande compagnie régionale. Vous m'apportez un whisky à votre retour? La compagnie desservait une trentaine de villes, principalement du côté ouest des États-Unis. La ligne Los Angeles-San Francisco est, en Californie, une des plus fréquentées de Pacific Southwest. Et aujourd'hui, parmi les 38 passagers, se trouvent plusieurs salariés de la compagnie, notamment le chef pilote. Les employés de compagnies aériennes se déplacent souvent d'une ville à l'autre dans leur cadre de travail. Certains prennent le bus pour aller travailler, eux prennent l'avion. Le commandant Linda Mood est un ancien pilote de chasse, vétéran de guerre, et il vole pour Pacific Southwest depuis 14 ans. Frein. Frein. Volet sorti. Aérofrein. Le entrée. copilote s'appelle James Nunn. Il a plusieurs milliers d'heures de vol à son actif et a rejoint la compagnie il y a quelques mois. Gaz surréduit. L'appareil assurant la liaison est un BAE 146, un petit quadrimoteur régional de construction anglaise. À l'époque, ces moteurs assez silencieux le rendaient parfaitement adapté pour les vols courts survolant des zones fortement peuplées. L'avion rejoint la piste en service et après avoir procédé aux ultimes vérifications, les pilotes entament la phase de décollage. Le vol est court, un peu plus d'1 heure pour franchir les 800 km séparant les deux villes. Vous savez déjà quoi offrir à vos fils pour Noël? Ils auront une Nintendo et vu le prix que ça coûte, je crois qu'ils vont devoir la partager. Vous voulez boire quelque chose, messieurs? Non merci, c'est gentil. Bon, faites-moi signe si vous changez d'avis. En quelques minutes, l'avion rejoint son altitude de croisière à 22 000 pieds, environ 6 700 mètres au-dessus de la campagne californienne. Vous pouvez leur demander la dernière météo? À mi-chemin, quelques turbulences imprévues sortent l'équipage de sa routine. Centre de PSA 1771, vous avez la dernière? Nous avons quelques turbulences en ce moment. À vous. PSA du contrôle régional. Rien d'inquiétant à signaler. Nom de Dieu, ce sont des coups de feu. Oui, je sais. Mais soudain, survient un tout autre imprévu qui n'a rien à voir avec les turbulences. 7-7, transpondeur sur 7-7. Nous avons eu des coups de feu à bord. Vous voulez vous dérouter sur Monterrey? Vous pouvez y arriver? Personne ne répond à la question du contrôleur. Et quelques secondes plus tard,
l'avion part dans un piqué mortel. Des témoins ont vu très brièvement l'avion piquer et partir en vrille. It was going at a high rate of speed. Looked like a dart just diving to the ground. Le vol 1771 percute le sol à 280 km au nord-ouest de Los Angeles. L'avion est littéralement pulvérisé et les premiers secours ne trouvent presque aucune trace ni de l'appareil de 30 tonnes, ni de ses occupants. Il n'y avait plus d'ailes, il n'y avait plus de fuselage, il n'y avait plus de queue, il n'y avait plus de siège. Il y avait juste des papiers partout, et une forte odeur de kérosène. Le shérif Steve Bolts, un des premiers sur place, comprend d'emblée qu'il n'y a aucun survivant. On a passé la colline au peigne fin à la recherche d'éventuels survivants. Mais on n'a même pas retrouvé de corps. C'est dire à quel point il n'y avait plus d'espoir. Une part importante des accidents aériens survient au moment du décollage ou de l'atterrissage. Si l'impact avec le sol se fait à faible inclinaison, les passagers ont alors une chance de survie. Les 43 occupants du vol 1771, eux, n'avaient absolument aucune chance. Cet accident est un des plus meurtriers de l'histoire aéronautique de la Californie. Venez par ici, les mecs. Dès le lendemain, les enquêteurs du Bureau américain de la sécurité des transports arrivent de Washington. Ils sont rejoints par le FBI. Vous avez déjà vu ça. Ça va être une sacrée longue journée, les gars. On savait que les contrôleurs aériens avaient entendu les coups de feu. Transpondeur sur 7-7, transpondeur sur 7-7. Nous avons eu des coups de feu à bord. À en croire les témoignages des contrôleurs, un crime par arme à feu avait été commis à bord, ce qui relevait en priorité des compétences du FBI. Mais pour l'instant, les éléments sont fragiles. Allez, les gars. Il faut d'abord vérifier si le bruit entendu était bel et bien un coup de feu. Un malentendu ou une mauvaise interprétation des pilotes ou des contrôleurs est possible. Le travail des enquêteurs s'annonce difficile. Quand on enquête sur un accident, il faut se garder des idées préconçues. La plupart d'entre nous, par exemple, n'écoutent jamais la radio, ne regardent jamais la télévision avant de venir sur le site. Parce que, même si on n'en est pas conscient, on peut être influencé par une information et on risque de chercher à la justifier. C'est pourquoi on essaye d'arriver sur les lieux avec la plus grande objectivité possible. Le NTSB essaie de comprendre ce qui s'est passé sur le plan aéronautique. Le FBI, lui, s'intéresse à l'événement criminel lié au coup de feu. On s'est demandé qui pouvait avoir un mobile, qui avait pu passer à l'acte et qui était la cible à bord. Juste là. Il devrait être quelque part, juste là. Le FBI cherche les preuves d'un crime, et le NTSB celle d'une défaillance technique ou d'une faute de pilotage. Évidemment, leurs espoirs communs portent sur le contenu des boîtes noires. Vu le degré de destruction de l'avion, on n'a pu tirer que très peu d'informations de l'épave. À ce stade, il était urgent de retrouver l'enregistreur de conversation et d'écouter ce qui s'était réellement passé à bord, au lieu de faire des suppositions. Les enregistreurs de vol racontent ce qui s'est passé à bord. Ils sont très importants car ils nous permettent de reconstituer les événements qui ont mené au crash. Le choc s'est produit là. Puis la queue a suivi. Il devrait être quelque part par là. Finalement, noyés dans la mer de débris, les enquêteurs découvrent les restes des deux boîtes noires.
On a d'abord retrouvé l'enregistreur de conversation. On a reconnu son emballage orange. C'est comme ça qu'on a pu l'identifier, parce qu'il était sacrément endommagé. Quant à la seconde boîte noire, celle enregistrant les centaines de paramètres techniques de l'avion et de sa trajectoire, elle est encore plus abîmée. Quel bordel. Quel bordel. L'enregistreur de données était tellement cabossé qu'il était à peine identifiable. Aussitôt, les restes des deux boîtes noires sont expédiés à Washington pour une analyse poussée au laboratoire du NTSB. Vont-elles parler? Les enquêteurs l'espèrent, mais vu leur état, rien n'est moins sûr. La première chose que vous faites quand vous arrivez sur un site, c'est de chercher l'enregistreur des conversations. Vous ne pouvez pas imaginer combien c'était important dans ce cas-là, parce qu'on n'avait rien d'autre pour travailler. On n'avait même plus d'épave dans le sens habituel du mot. Les débris de l'enregistreur de conversation arrivent au laboratoire de Denis Grossi, un spécialiste du NTSB. La mallette dans laquelle se trouvait l'enregistreur était écrasée comme si on l'avait plié en accordéon. C'était pourtant de l'acier renforcé. Vu les déformations subies, on a estimé la force de l'impact aux alentours de 5000 G. Évidemment, personne n'est capable de supporter une force de 5000 G, avec laquelle 1 kg pèse 5 tonnes. Les meilleurs pilotes de chasse ne dépassent pas les 9 G dans un virage. Au mieux, le corps humain peut, une fraction de seconde, encaisser une centaine de G lors d'un choc. Vu la puissance de l'impact, les occupants du vol 1771 ont été littéralement pulvérisés. Et Denis Grossi sait qu'il a peu de chances de récupérer des éléments exploitables parmi les débris de la boîte noire. No crash investigation is routine, but among the jigsaw puzzle of pieces from Flight 1771, investigators are looking for something very different, perhaps a gun. Pour le FBI, les coups de feu impliquent évidemment la présence d'une arme à bord. Tu peux venir une seconde? Reste qu'un coup de feu ne peut pas expliquer à lui seul la chute de l'avion. À cette altitude, même en tirant dans un hublot, l'appareil serait resté maîtrisable. Il y a beaucoup d'idées reçues autour du phénomène de dépressurisation. On s'imagine que le trou formé par une balle dans le fuselage suffit à faire décrocher un avion. Mais s'il s'agit d'un tir isolé, c'est tout simplement impossible. Pour provoquer une décompression explosive, il faut un trou beaucoup plus important. Par exemple, l'ouverture d'une porte de soute, comme ce fut le cas en 1974 dans l'accident d'un DC-10 de Turkish Airlines au-dessus de la forêt d'Ermenonville près de Paris. La porte, en s'ouvrant, arracha en 1 seconde une partie du plancher et sectionna les câbles des gouvernes. Bilan, 346 victimes. En admettant qu'une balle ait transpercé le fuselage, ça n'aurait pas suffi à provoquer le décrochage de l'avion. Un trou aussi petit n'entraîne pas de dépressurisation explosive, et donc pas de quoi faire s'écraser l'avion. Si le coup de feu n'est pas à l'origine du crash, les enquêteurs doivent découvrir alors quelle en est la véritable cause. Et au laboratoire du NTSB à Washington, ils ont une bonne surprise. Finalement, l'enregistrement des conversations dans le poste se révèle exploitable. Ils vont donc pouvoir entendre ce qui s'est réellement dit dans le cockpit du vol 1771. Très bien. Écoutons ça. Les 28 premières minutes ne révèlent absolument rien d'anormal. La seule particularité du vol semble être cette histoire de turbulence qui a fait réagir l'équipage. Vous pouvez leur demander la dernière météo? Centre de PSA 1771, vous avez la dernière? Nous avons quelques turbulences en ce moment. À vous. PSA du contrôle régional. Rien d'inquiétant à signaler. On entend l'équipage suivre les procédures habituelles. Tout se joue en fait durant les 2 dernières minutes de l'enregistrement. C'est sûr que ça ressemble à un coup de feu. Et tout à coup, ils entendent, et nous on l'entend sur la bande, ces coups de feu.
L'enregistrement confirme les échanges des pilotes signalant 2 coups de feu. Nom de Dieu, ce sont des coups de feu. Ouais, je sais. Transpondeur sur 7-7, transpondeur sur 7-7. Nous avons eu des coups de feu à bord. Ça nous a complètement pris au dépourvu. On était en train d'écouter ces 2 personnes, le pilote et son copilote, qui parlaient pendant un vol de routine, quand tout à coup ça n'avait plus rien à voir avec la routine. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Visiblement, il s'est passé à bord un événement brutal et la situation en quelques instants a dégénéré. On entend la porte du cockpit s'ouvrir et une voix féminine, probablement celle de l'hôtesse, donner l'alerte au pilote. Commandant, on a un problème. Là, un homme, très certainement le commandant, lui répond. Il lui demande quel est le problème. C'est quoi le problème? C'est moi le problème. L'écoute de la bande ne laisse aucun doute. Le tireur est un homme et il a froidement abattu les 2 pilotes. C'est terrible d'entendre ça, c'est comme assister à un meurtre. En tant qu'enquêteur sur les accidents aériens, on n'entend jamais ça. C'était un enregistrement tout à fait inhabituel. Il a aussi exécuté l'hôtesse. Ça fait 5 coups de feu. Puis on a entendu la porte du cockpit se refermer et un 6e et dernier coup de feu retentir. Sur la fin de l'enregistrement, le bruit de fond devient insupportable. L'avion part en piqué, avec les moteurs en sur-régime. 5 secondes plus tard, on entend un bruit aérodynamique de plus en plus fort sur le pare-brise, preuve que l'avion était en train d'accélérer. Le bruit s'intensifie, ce qui veut dire que l'avion est en plongée. 65 secondes après l'exécution de l'équipage, le vol 1771, presque à la verticale, a percuté le sol. En écoutant cet enregistrement, on a compris qu'on était en train d'enquêter sur un crime odieux. Les faits ne relèvent plus d'une enquête technique, mais criminelle. Dorénavant, c'est aussi l'affaire du FBI. Je reste à votre disposition. On a eu la certitude qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais bien d'un crime. Par conséquent, le FBI a pris la direction de l'enquête. Le FBI a l'habitude d'enquêter sur les homicides. Pour autant, ils ne sont pas spécialistes des accidents d'avion. On a donc poursuivi notre enquête en les informant au fur et à mesure de nos avancées. Mais pour le FBI, les indices sont maigres. Et la tâche est ardue. C'est quoi le problème? C'est moi le problème. Rapidement, une question se pose. Quoi qu'il en soit, quelqu'un a réussi à embarquer avec une arme. Et pour cela, le tireur a dû franchir les contrôles de sécurité de l'un des aéroports les plus fréquentés de la planète. Pour les enquêteurs, forcément, il y a eu une défaillance dans le système. Il faut trouver comment ce type a réussi à embarquer, ok? Une défaillance à identifier rapidement, sous peine de mettre en cause la sécurité des millions de passagers transitant à Los Angeles. 2 jours après le drame du vol 1771, les enquêteurs n'ont toujours pas retrouvé l'arme du crime parmi les débris. C'est un circuit hydraulique, sûrement celui du train principal. La recherche de l'arme était très stressante, parce qu'on savait qu'elle avait joué un rôle crucial dans ce qui était arrivé. Et il fallait qu'on ait la certitude qu'elle se trouvait bien là. Je veux dire qu'il fallait à tout prix qu'on ait la preuve matérielle qu'il s'agissait bien d'une arme à feu. On n'avait absolument pas la certitude de le retrouver. D'une part, les débris s'étendaient sur une zone très vaste, et d'autre part, la violence de l'impact avait réduit l'avion en miettes. Une autre question demeure également sans réponse. Pourquoi l'avion a-t-il plongé aussi brutalement? L'assassinat des pilotes n'explique pas tout. Pour Denis Grossi, en théorie, la réponse à cette question est dans la 2e boîte noire, celle qui enregistre les paramètres techniques du vol. On n'a retrouvé que le chargeur qui maintient la bande en place. Le reste avait disparu. Sous la violence extrême de l'impact, la bande a été arrachée de son support. Je n'ai jamais vu une bande si abîmée.
L'enquêteur s'intéresse aux têtes d'enregistrement et il découvre, coincé entre les cabestans de l'enregistreur, un petit morceau de bande magnétique. Le chargeur n'a pas tenu le coup et la bande a été détruite, à l'exception d'un morceau d'une vingtaine de centimètres qui s'était enroulé autour des têtes d'enregistrement et du cabestan. Évidemment, 20 cm de bande, c'est peu, mais c'est mieux que rien. On a travaillé vraiment dur pour tirer le maximum de données de ce petit morceau de bande. Pendant ce temps-là, sur les lieux du crash, les enquêteurs font une découverte fondamentale, un morceau de l'arme du crime. C'est un agent du FBI qui a retrouvé le canon à peu près au milieu de la zone d'impact. Quand on a retrouvé le canon, on n'en a pas cru nos yeux. C'était vraiment un coup de chance. Et ce n'est pas n'importe quelle arme. Il s'agit d'un 44 Magnum. À l'époque, le 44 Magnum était considéré comme une arme de poing très puissante. Les enquêteurs poursuivent leurs recherches dans la même zone. Et ils finissent par retrouver le barillet de l'arme. Il contient bien 6 douilles vides. Le 44 Magnum est un revolver extrêmement solide. Le fait que le barillet se soit détaché, ça nous laisse imaginer la violence du crash. Les restes de l'arme leur offrent également un indice crucial. Quand on a retrouvé le pistolet, on a constaté qu'il y avait un morceau de doigt coincé entre la détente et la garde. On l'a envoyé au laboratoire du FBI à Quantico, en Virginie. Pour l'instant, les enquêteurs connaissent l'arme du crime et l'identité des 43 personnes à bord. Avec un peu de chance, ce nouvel élément va leur permettre d'identifier dans cette liste l'homme qui a appuyé sur la gâchette. We, in our investigation today here at the site, have located a weapon, and that weapon is going to be examined, and of course any connection between it and the crime will be more fully developed. On se demandait quel avait été le mobile du tueur. Pourquoi avait-il abattu ces gens? Il y avait forcément une raison à cela. Ça, c'est un morceau de siège, accroché au fuselage. Sur les lieux du crash, c'est toujours le Bureau national de la sécurité des transports qui dirige l'enquête. On cherchait à répondre aux questions du FBI. Je l'ai déjà dit, ils n'ont pas de spécialistes des accidents d'avion au FBI, mais ils ont l'habitude d'enquêter sur les homicides. Ils savent quelle piste creuser. Un morceau du fuselage. Et parmi les débris, les enquêteurs du NTSB font une découverte intéressante pour le FBI. Il s'agit d'un morceau de siège passager. Le morceau de siège qu'on a retrouvé avait été transpercé par une balle. En resituant précisément le siège à sa place dans la cabine, les enquêteurs espèrent, avec la liste des passagers, découvrir le nom de la victime du premier coup de feu. Pendant ce temps, à Washington, David Grossi essaie de faire parler ses 20 cm de bande magnétique. J'ai pu lire la bande. Elle contenait les dernières secondes du vol. En fait, la bande contient l'enregistrement des 6 dernières secondes du vol. Et elle prouve que l'appareil a fonctionné parfaitement jusqu'au dernier moment, à un détail près. Une main a poussé sur le manche à balai jusqu'à la butée. L'avion s'est alors engagé dans un piqué vertigineux, accélérant au point de franchir le mur du son. L'avion est parti en piqué de 6700 mètres d'altitude, ses moteurs en régime de croisière. Une telle configuration explique l'extrême violence de l'impact et la nuée de débris de petite taille.
Quand l'avion a heurté le sol à une telle vitesse, l'énergie qu'il contenait s'est transmise au sol qu'il a ensuite relâché, d'où l'immense explosion qui a suivi. Lors du choc, les débris les plus légers ont été propulsés haut dans les airs, les protégeant des flammes de l'explosion. Toutes les petites choses, et notamment le papier qui se trouvait à bord, et les matériaux isolants de l'avion ont été soufflés au moment de l'impact. Puis le vent les a dispersés sur plusieurs kilomètres. Les enquêteurs en sont persuadés. Quelqu'un délibérément a mis l'avion en piqué. Et cette main criminelle est probablement celle du tireur. Le FBI est face à la tuerie la plus meurtrière de toute l'histoire de la Californie. Et les questions demeurent nombreuses. Qui était le tueur? Et quel était son véritable mobile? S'agissait-il d'un déséquilibré décidé à semer la mort autour de lui? Ou bien d'un tueur froid, visant une cible précise à bord de l'avion, quitte à sacrifier tous les autres occupants? Pour remonter la piste, les enquêteurs s'intéressent au contrôle de sécurité de l'aéroport de Los Angeles. Le tueur a réussi à franchir ces contrôles avec un pistolet 44 Magnum. A priori, c'est parce qu'il n'est pas passé sous les portiques de détection. À l'époque, un certain nombre de personnes pouvaient embarquer sans avoir à passer les contrôles de sécurité. Et parmi ces personnes, on compte les employés des compagnies aériennes disposant d'un badge en cours de validité. Les membres d'équipage et les employés de l'aéroport pouvaient contourner la sécurité. Il leur suffisait de présenter leur badge et ils embarquaient alors sans passer par le détecteur de métaux ni par les rayons X. C'était une faille majeure. Le filet se resserre. Le tireur est de sexe masculin et sur la liste des passagers figurent les noms de 4 salariés de Pacific Southwest ou de sa filiale USR. C'est forcément l'un d'eux. Il a certainement utilisé son badge pour éviter la sécurité et embarquer avec son arme. Un élément va permettre alors d'identifier le coupable avec certitude. C'est le morceau de doigt retrouvé coincé dans la gâchette du 44 Magnum. Et coup de chance, après analyse, un technicien du FBI réussit à reconstituer une partie de l'empreinte digitale du propriétaire du doigt. Aussitôt, l'empreinte est comparée à celle des 4 suspects. Et elle désigne le coupable. Le fragment de peau nous a permis de retrouver une empreinte digitale et d'établir une correspondance. En moins de 3 jours, le FBI a réussi à identifier le tueur. C'était un élément clé dans l'avancement de l'enquête. Il s'appelle David Burke. David Burke nettoyait les avions. Il faisait partie des équipes qui font le ménage à bord après l'atterrissage. David Burke était bien le propriétaire de l'arme du crime, le 44 Magnum. Reste à comprendre ce qui a pu mener cet homme à cet acte démentiel. Quand on découvre le mobile, c'est comme si toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient tout à coup. On peut enfin reconstituer avec certitude le fil des événements. 3e jour après le crash. Inlassablement, les enquêteurs continuent à rechercher le moindre indice dans l'océan de débris. Et ils découvrent un élément pour le moins insolite, qui va les mettre sur la piste du mobile de David Burke. Lors de nos fouilles, l'un de nos agents a retrouvé un sac vomitoire qui s'est avéré être un indice capital. Avant d'engager l'avion dans son piqué mortel, David Burke a voulu expliquer son geste.
Le sac comportait un message on ne peut plus clair. L'homme avait rédigé à la main un court message. Et visiblement, il en voulait beaucoup à un certain Ray. Salut Ray. Je trouve assez ironique que les choses se terminent ainsi. Tu te souviens, je t'ai demandé de faire preuve de pitié envers ma famille. Mais tu n'en as eu aucune et je n'en aurai aucune pour toi. Voilà ce qui était écrit sur le sachet. Pour les enquêteurs, le mobile est clair. Il s'agit d'une vengeance personnelle contre ce mystérieux Ray. Mais cet ultime mystère ne dure guère longtemps. Il s'agit en fait de Ray Thompson, un des chefs d'escale du USR, la filiale de Pacific Southwest. C'était également l'ancien patron de Burke. Ray Thompson supervisait les activités du USR. Richard Bredzing commence à mettre à jour le passé trouble de Burke au sein de la compagnie. Burke had worked for USAir for 14 years, most of them at the airport in Rochester, New York. Là-bas, il a été suspecté de participer à des trafics illégaux. Burke was someone they had watched carefully for narcotic trafficking and larceny. Mais faute de preuves, Burke n'a jamais été inculpé dans aucun trafic de cocaïne. Well, basically, he just apparently stayed one step ahead of us. But the bottom line is that he wasn't charged. Il a fini par déménager en Californie, histoire de laisser derrière lui les accusations. 3 semaines avant le drame, Burke a renoué avec les ennuis. Une caméra de surveillance l'avait filmé en flagrant délit de vol et il avait été licencié sur le champ. Il a volé de l'argent dans la caisse qu'utilisent les stewards lorsqu'ils rendent la monnaie. Il a pris un total de $69. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour essayer malgré tout de sauver son travail, l'homme a déposé un recours auprès de la direction. Monsieur Burke a été licencié quelques semaines avant le vol 1771. Merci d'être venu, David. Il est venu prendre connaissance du résultat de sa demande d'appel le jour du vol. J'ai étudié votre dossier. Ray Thompson l'a licencié. Votre demande a été rejetée. Sans emploi ni revenu, Burke s'est retrouvé dans une impasse. Pourquoi vous êtes un tel salaud? Son rendez-vous avec Ray Thompson ne s'est pas bien passé. Je ne reviendrai pas sur ma décision, Monsieur Burke. Merci. Merci beaucoup. Et en quittant le bureau, Burke a sous-entendu qu'il n'en resterait pas là. La secrétaire a souhaité une bonne journée à David Burke, notre suspect. Il s'est arrêté face à la porte. Il s'est retourné et lui a répondu « Oh, j'ai l'intention de passer une très bonne journée. » Malgré son licenciement, il a conservé son badge. Il ne faut pas oublier qu'en 1987, les normes de sécurité étaient très différentes d'aujourd'hui. Vous avez son dossier? Voilà comment, en quelques heures, un salarié licencié s'est transformé en tueur de masse. Les enquêteurs cherchent maintenant à reconstituer son emploi du temps le jour du drame. Que pouvez-vous me dire sur David Burke? Après sa discussion houleuse avec son directeur, l'homme a vidé son casier, ou peut-être il conservait un 44 Magnum. On sait qu'il a utilisé son casier quelques heures avant le vol. Mais rien ne prouve qu'il y ait pris une arme. On n'en a pas la certitude. Dans la foulée, Burke s'est acheté un billet pour le vol 1771, vol sur lequel, il le sait, Ray Thompson doit embarquer. Ray Thompson vivait à San Francisco. Il prenait régulièrement ce vol pour rentrer chez lui en fin de journée. C'est quelque chose que tous les employés savaient. Thompson était un habitué du vol 1771. Mais si la vengeance peut expliquer le meurtre de son ancien patron, elle n'explique pas l'assassinat des 42 autres victimes.
Malgré la colère et le désir de vengeance qui animait Burke, son geste est complètement démesuré. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y avait autre chose qui n'allait pas bien dans sa vie. Je crois qu'il a voulu se venger de la compagnie qu'il avait licenciée. Je doute qu'il ait eu un autre mobile que celui-là. L'action de David Burke était clairement préméditée. Reste encore à reconstituer la chronologie des événements à bord. Pour cela, les enquêteurs s'intéressent de nouveau aux fragments du siège transpercé d'une balle et retrouvé parmi les débris. Il s'agit du fauteuil C de la 4e rangée. D'après le plan de cabine, ce siège était inoccupé sur ce vol, mais se trouvait juste derrière le 3C, occupé, lui, par Ray Thompson. Le 44 Magnum est une arme extrêmement puissante, et les 2 premières balles ne se sont pas arrêtées dans le corps de la victime. Ouais. La balle a traversé le corps de Ray Thompson, puis a troué le dossier de son siège avant de transpercer le siège situé juste derrière lui. Les enquêteurs savent maintenant que le meurtrier a tiré sur 4 personnes à bord du vol 1771. Ray Thompson, les 2 pilotes et l'hôtesse. Cela correspond aux 5 premiers coups de feu. Par contre, le mystère demeure quant à la victime du 6e coup de feu. Les détonations ont toutes été enregistrées par le micro situé dans le poste de pilotage. En comparant la nature du son, les enquêteurs réussissent à déterminer si les coups de feu ont été tirés dans le cockpit ou dans la cabine passager. Les coups qui avaient été tirés dans la cabine étaient clairement audibles, mais ils étaient plus étouffés que ceux tirés dans le cockpit. L'indication est précieuse pour localiser le coup de feu, mais ne donne aucune indication sur la victime. Les coups tirés dans le cockpit étaient extrêmement forts. Au total, on sait que 3 balles ont été tirées dans la cabine et 3 dans le poste de pilotage. La 5e victime demeurera inconnue. On saura juste qu'elle a été exécutée dans la cabine. Pour le reste, les enquêteurs savent maintenant ce qui s'est précisément passé à bord du vol 1771. C'est quoi ça? Je n'ose imaginer ce qu'a pu ressentir Ray Thompson à ce moment-là. Cet homme qu'il venait de licencier quelques heures plus tôt s'est avancé vers lui a tendu le message avant d'aller aux toilettes. Pendant ce temps, Thompson lisait le message menaçant. Sur l'enregistrement, on entend clairement se refermer la porte des toilettes située juste derrière le cockpit. Dans les toilettes, David Burke a sorti son arme. Puis il a ouvert la porte. On entend la porte des toilettes se refermer juste avant les premiers coups de feu. Ouais. Finalement, de tous les passagers, Ray Thompson est celui qui aura connu la fin la moins atroce. En quelques secondes, un vol de pure routine a viré au cauchemar. C'est quoi le problème? Il a agi méticuleusement. Il avait bien prévu ce qui allait se passer à bord, et il a suivi son plan jusqu'au bout. C'est moi le problème. Les passagers se sont forcément très vite rendus compte de la gravité de la situation dans laquelle ils se trouvaient. D'autant qu'à cet instant, David Burke engage volontairement l'avion dans un piqué spectaculaire.
Or, parmi les passagers se trouvait le chef pilote de la compagnie. Il se peut qu'un pilote qui voyageait à bord ait tenté de proposer son aide quand il a compris la gravité de la situation. Mais mon Dieu, qu'est-ce que vous foutez? Laissez-moi entrer! Ne faites pas ça! Allez! Il fut peut-être la 5e victime de David Burke. C'est peut-être lui qui a reçu la 6e balle. Certains se sont demandé si Burke ne s'était pas suicidé. Les éléments de preuve dont on dispose tendent à prouver le contraire. Si Burke s'était suicidé, le revolver lui aurait glissé des mains après avoir tiré. Or, au moment de l'impact, Burke tenait toujours son arme, puisque les enquêteurs ont retrouvé un morceau de son doigt coincé dans la gâchette. Dans le cockpit, les alarmes sonnaient. L'avion plongeait dans un bruit terrifiant. Juste avant l'impact, tout est redevenu silencieux au moment où l'avion a dépassé le mur du son. Les passagers ont sans nul doute vécu des derniers instants atroces. La folie meurtrière de Burke a entraîné 42 personnes dans une agonie terrifiante. The FBI believes one man was responsible for the crash of PSA Flight 1771 in the hills of San Luis Obispo County, in which all 43 on board were killed. With all of the evidence that we have recovered here, that we would have more than sufficient to charge David Burke with the violation of the air piracy statute. Le NTSB et le FBI ont réussi à résoudre le mystère du vol 1771. Mais les autorités maintenant redoutent que ce drame ne donne des idées à d'autres fous furieux. La puissante administration fédérale américaine de l'aviation civile décide alors de renforcer les contrôles de sécurité. Ces nouvelles règles sont toujours en application aujourd'hui. La FAA a annulé les passe-droits des employés des compagnies aériennes et des membres d'équipage qui sont dorénavant obligés de passer les contrôles de sécurité, comme n'importe quel passager. Tout employé qui quitte une compagnie, que ce soit suite à un licenciement, à une démission ou un départ à la retraite, doit rendre son badge immédiatement. Aujourd'hui, je dirais qu'il est pratiquement impossible d'embarquer avec une arme à feu. Ces mesures furent efficaces, mais malheureusement n'ont pas réussi à empêcher 14 années plus tard l'attaque du 11 septembre. Le détournement de 4 avions de ligne avec comme seule arme de simples cutters. Après les événements du 11 septembre, de nombreuses failles de sécurité ont été corrigées. Aujourd'hui, aux États-Unis, certains vols sont carrément placés sous la protection de la police. De nombreux policiers en civil armés voyagent à bord. Dans la plupart des compagnies, les portes d'accès des cockpits ont été renforcées au Kevlar et sont verrouillées durant tout le vol. Ces portes sont quasiment infranchissables. Elles résistent aux balles. Si David Burke se trouvait à bord d'un avion aujourd'hui, il ne pourrait pas ouvrir la porte du cockpit avec son magnum. Cela ne l'empêcherait pas de blesser ou tuer des passagers dans la cabine. Mais il n'aurait pas pu faire plonger l'avion. Enfin, certaines compagnies, notamment aux États-Unis, autorisent leurs pilotes à porter une arme. Toutes ces mesures ont permis de renforcer la sécurité des vols, tout en sachant qu'en la matière, le risque zéro n'existe pas. Je crois que même si la sécurité aérienne s'est beaucoup renforcée, on a des progrès à faire. L'aviation sera toujours une cible privilégiée.